peuple congolais, parce que le Congo n'appartient pas à l'Union européenne. Et il n'y a aucune relation de subordination entre la RDC et l'Europe, parce que la RDC est pauvre, l'Europe est riche, donc l'Europe doit contrôler la RDC. Ce n'est pas du droit international, ça. Nous rentrons dans la loi de la jungle, où le plus fort va s'imposer. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à la Corée du Nord de vouloir devenir fort? Pourquoi est-ce qu'on lui fait des reproches? Parce que le plus fort veut s'imposer. Finalement, il y a trop de contradictions. Pourquoi vous n'analysez pas tout cela, vous des médias? Mais nous le faisons avec vous. Non, je n'ai pas envie. Avec les autorités. Si je voulais être analyste, monsieur, si je voulais être analyste, je serais à votre place. Et je vous assure qu'on m'entendrait. Il y a des créneaux. Et je vous assure qu'on m'entendrait. Il y a des créneaux. Ces créneaux-là sont trop silencieux et ça me gêne. C'est trop silencieux. Monsieur le ministre Lambert Mende, justement, s'agissant de la Libye, la situation qui prévaut chaotique que vous déplorez au jour d'aujourd'hui. Le président actuel français Macron, à Ouaga, il affirme que si en son temps, il était président de la République française, il n'aurait pas impliqué la France à l'éviction des Kadhafi qui a dégénéré aujourd'hui à la situation que vous déplorez. Je voudrais dire qu'avec des si, on peut mettre même Paris dans une bouteille. Mais je voudrais rappeler quand même... C'est une nouvelle vision? Oui, tout en reconnaissant qu'il y a une nouvelle vision. Je voudrais rappeler, s'agissant de l'analyse qu'il faut attacher à cette déclaration du président Emmanuel Macron, qu'il y a le principe de la continuité de l'État. La responsabilité de l'État français est engagée dans cette chienlit qui aujourd'hui déstabilise une bonne partie de l'Afrique à partir de la Libye. Que ce soit le président Sarkozy qui en a été responsable au moment où il était à la place qu'occupe aujourd'hui le président Macron, c'est l'État français qui a amené à ce que le président Kadhafi soit neutralisé puis assassiné. Est-ce qu'on va dire que le fait d'avoir changé de présidence réduise d'autant la responsabilité de l'État français? La France a une responsabilité comme État. La France doit intervenir pour juguler les conséquences de l'acte posé par le président Sarkozy au nom de la France. Sinon, ça ne serait pas la peine de parler du principe de la continuité de l'État. Il y a des principes en droit international. La France a une responsabilité. Et c'est très facile de se dédouaner comme ça en disant c'était un autre qui dirigeait la France à ce moment-là, ce n'est pas moi, donc je ne suis pas responsable. Ce n'est pas un problème d'individu, ce sont des États. Et les États ont des personnalités qui sont morales, qui sont juridiques, qui sont différentes de ceux qui les animent. Il y a donc une responsabilité de l'État français. Nous n'avons pas dit que c'est Macron qui est responsable. C'est l'État français qui était engagé à ce moment-là par Sarkozy. Monsieur le ministre Lambert Mende, sachant justement du chaos, la situation chaotique qui prévaut en Libye, situation post-Kadhafi, est-ce que c'est une des conséquences de cette situation chaotique qu'au jour d'aujourd'hui, on observe ces nouveaux phénomènes quand on parle des esclaves en Libye? Il y a aussi des Congolais qui sont concernés, monsieur le ministre? On se concentre un peu trop sur l'événementiel. Une journaliste de CNN a fait son travail et a diffusé sur ce média global des images insoutenables de ce marché aux esclaves. Mais ce marché aux esclaves ne s'est pas tenu, n'a pas attendu que cette journaliste aille en Libye pour se tenir. C'est depuis plus de 5-6 ans que l'on vend des Noirs en Libye comme esclaves. C'est depuis 5-6 ans que des dénonciations sont faites. Il a fallu attendre que CNN puisse diffuser ces images pour que ça devienne insupportable. Où étaient ces bonnes âmes qui aujourd'hui montent au créneau pour condamner cette situation? Où est-ce qu'elles étaient lorsque on tuait le président Kadhafi, qui était un peu la colonne vertébrale de cette Libye, qui malgré ses problèmes maintenait quand même un certain ordre et empêchait que ces choses-là puissent se faire? Ces gens-là doivent être interpellés. Donc ce n'est pas parce que CNN a dit que l'esclavage devient un problème, c'est parce qu'en lui-même, ce problème de traiter des êtres humains comme de la marchandise, à cause de la couleur de leur peau, ou à cause des difficultés structurelles qu'ils ont dans leur pays, comme des choses, est inacceptable. On ne doit pas
aller à l'événementiel. Il faut aller chercher les causes et non pas réagir au niveau des conséquences. Sinon, on n'aura rien résolu comme problème. Or, vous avez, pendant qu'on discute de cela, dans un pays comme le nôtre, des dirigeants européens qui sont occupés à vouloir faire du Congo une deuxième Libye. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Faire en sorte que les Congolais puissent ne réagir qu'en fonction des intérêts étrangers dans leur pays, comme on a fait faire aux Libyens. Et donc demain, ce qui a avec été... les concours des Congolais. Mais bien sûr, ceux qui ont agi en Libye, les Sarkozy, vous croyez que Sarkozy est allé agir lui-même? Il a trouvé des concours libyens sur place. Et ceux qui vendent même les esclaves en Libye, ce sont des Libyens, des Africains comme vous et moi, c'est des Libyens également, qui vendent des esclaves. Donc, on ne peut pas dire que le fait d'être africain fait de nous des saints. Mais il faut nous laisser nous-mêmes régler nos problèmes de gouvernance. Il faut nous laisser nous-mêmes commettre nos erreurs et les corriger à notre rythme. Il ne faut pas chercher à faire de nous des sous-hommes qu'il faut venir civiliser soi-disant. Je ne pense pas qu'ils ont civilisé la Libye en intervenant en Libye. Je ne pense pas qu'ils ont résolu un problème en tuant le colonel Kadhafi. Ils ont au contraire aggravé la situation d'insécurité dans laquelle aujourd'hui se meut une partie de notre continent, y compris même une partie de notre pays, parce que les Chebabs qui sont en Somalie font des incursions dans la partie nord-est de notre pays. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le grand nord de notre pays. Il y a des implications liées directement à cette déstabilisation profonde de la Libye par des Occidentaux. Alors, il s'agit, comme on peut s'en douter, d'une question qui relève de la violation des droits de l'homme par rapport justement aux violations des droits de l'homme en Afrique. Je reviens au président Emmanuel Macron qui est au Burkina Faso, qui doit se retrouver aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il affirmait à Ouaga que la France n'a pas de leçons à donner aux Africains ou à l'Afrique en matière de démocratie et des droits de l'homme. Vous dites quoi, monsieur le ministre Lambert Mende? Que c'est une des choses les plus sensées qu'il ait dites lors de ce discours qu'il a fait à Ouagadougou. Ni la France, ni personne d'autre dans l'hémisphère nord n'a de leçons à donner aux Africains en quelque matière que ce soit. Il faut laisser les Africains déterminer eux-mêmes leurs priorités. Si on veut les aider, on les aide. Si on ne veut pas les aider, Inch'Allah, ce n'est pas de tous les temps que d'autres agents issus d'autres continents ont aidé les Africains. L'Afrique n'a pas disparu pour autant. Mais il ne faut pas profiter du fait qu'on aide quelqu'un pour essayer de se l'approprier comme une chose qui vous appartient, lui imposer votre culture, lui imposer votre rythme, ou lui imposer vos propres intérêts. Parce que quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, quelle que soit l'universalité de certaines notions, il y a des rythmes, il y a des choses qui ne peuvent se faire que conformément à la culture, conformément à la vision, conformément aux pratiques et aux us d'un peuple. Et donc il faut respecter cette limite-là. Et là, Macron a tout à fait raison. La donne est en train de changer? J'espère que les actes suivront les mots. Cela n'a pas toujours été le cas par le passé. Ah, vous voulez dire, le dire et le faire? J'ai appris à me méfier. J'ai appris à me méfier. J'ai appris à me méfier. Entre le dire et le faire. Mais j'espère que les mots seront suivis par des actes. Voilà tout ce que je peux dire. C'est pas pour caresser les Africains dans le sens du poil. Non, je ne dirais pas cela. Je dis qu'il faut attendre la pratique. Ce discours a été prononcé hier. On ne peut pas 24 heures après dire qu'il a été suivi des faits. Il faut donner le temps au temps. Nous allons voir si dans la pratique, des actes vont se conformer aux propos qui ont été tenus de manière si pertinente par le président français. Alors, revenons à nos affaires congolaises. Monsieur le ministre, le Parlement, l'Assemblée nationale a déclaré recevable il y a quelques heures le budget
déposé par vous, le gouvernement de la République, sur la table de l'Assemblée nationale, budget 2018. Les conseils de sécurité vous demandent à vous, le gouvernement de la République, que ce budget doit être, dans le communiqué d'hier, doit être en adéquation avec les contraintes du calendrier du processus électoral décliné par la CENI. Le budget est en adéquation. 5 milliards mais le de budget, dollars américains. ce n'est pas le budget des élections que nous avons déposé devant l'Assemblée. Non, non, non. Nous avons déposé le budget Oui, tout à fait. de la République. Tout à fait. Et dans ce budget, il y a des élections. Et ce budget est en adéquation avec les besoins qui ont été sollicités pour l'année 2018 par la Commission électorale nationale indépendante. 500 millions de dollars. Voilà, tout à fait. Bon, on réagit tout de Il est en suite. adéquation. En adéquation? Mais il est en adéquation. Nous avons prévu 500 millions de dollars dans le budget. Dans les 5 milliards, il y a 500 millions de dollars pour les élections, comme la Commission l'a demandé. Maintenant, j'espère bien... Mobilisable. Enfin, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un budget, c'est des recettes qui sont des prévisions qu'on espère mobilisables. Est-ce qu'on peut définir autrement En le budget? interne uniquement. Oui, ça c'est la partie interne. Mais la Commission a aussi des partenaires qui se sont engagés devant elle à lui venir en aide. Nous espérons que la farce que nous avons vécue en 2011 ne va pas se renouveler, de faire des promesses et puis arriver au moment où il faut bourse délier, il n'y a plus personne. Et il va falloir maintenant faire des coupes dans les autres rubriques du budget, le social, etc., les dépenses contraignantes comme les salaires et tout ça, pour répondre au déficit de partenaires extérieurs de la CENI qui ont fait des promesses, peut-être dans l'espoir de contrôler le processus électoral, alors qu'il ne faut pas venir chercher à contrôler le processus. La solidarité doit être inconditionnelle, où on est solidaire avec un peuple, où on veut acheter un peuple. On n'achète pas un peuple. La solidarité entre les nations, cela existe depuis toujours. Nous bénéficions de la solidarité de l'extérieur. Nous avons fait bénéficier parfois à d'autres peuples de notre solidarité. Souvenez-vous du tremblement de terre en Haïti. Nous avons participé. Nous n'avons pas demandé aux Haïtiens de nous céder une partie de leur souveraineté en échange de ce que nous avons fait pour eux. Donc la solidarité, elle est là. Il ne faut pas chercher à profiter de la solidarité pour se mettre un peuple dans votre poche. Voilà le problème que nous avons. Mais la plus grande partie du budget électoral de la CENI est celui qu'il a demandé au gouvernement, et le gouvernement a accordé. Alors le gouvernement, la CENI, applaudit cet effort louable du gouvernement de la République, mais demande le déblocage de l'argent à temps, selon les rapporteurs. Oui, mais le budget n'est pas encore adopté. Nous l'avons soumis à l'Assemblée. L'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Une fois qu'ils auront adopté, les décaissements vont suivre. Soyez patients. Nous n'avons pas encore enregistré... Il existe un plan de décaissement? Mais bien sûr, on ne peut pas décaisser 500 millions d'un coup. Et nous ne sommes pas encore en 2018, cher ami. Puis-je vous rappeler que nous sommes en novembre 2017. Donc on n'est pas encore en 2018 pour que vous puissiez dire qu'on n'a pas décaissé. Toujours, ce sont des procès d'intention. Il faut attendre que le budget puisse entrer en exécution et voir s'il y a un retard pour pouvoir nous accuser de ne pas vouloir décaisser. Pour le reste, ce sont des souhaits qui sont tout à fait compréhensibles. Ce sont des souhaits qui sont tout à fait normaux dans le chef d'une administration électorale qui a beaucoup de choses à faire et qui ne peut qu'émettre le souhait que les décaissements puissent suivre le rythme qu'elle s'est donné pour respecter le calendrier. Tout à fait d'accord avec lui. Alors, également, le gouvernement de la République, dont vous êtes les porte-parole, a déposé les projets de loi électorale au Parlement, et ces projets de loi électorale est adopté, mais il y a des innovations là-dedans. Il n'est pas adopté, il a été déclaré recevable. Recevable et envoyé à la commission. Il est en train d'être débattu. Réagi. Voilà. Bon, on n'est pas loin. Monsieur le ministre, alors, il y a des innovations là-dedans.
ça fait râler quand même ces innovations, ça fait jaser dans les milliers des protagonistes, notamment, commençons par la caution, que cette loi favoriserait les personnes nanties. Normal, nous sommes en démocratie, nous pensons au niveau du gouvernement que il y a des précautions qu'il faut prendre après avoir discuté avec l'administration électorale. Il y a des formules qui risquent de rendre l'opération électorale quasiment impossible lorsque vous exigez de l'administration électorale de recevoir des candidatures de plus de 1000 partis politiques par exemple. Ça devient quelque chose d'ingérable. Et donc il faut trouver des mécanismes qui permettent de rendre la chose réalisable. C'est ce que nous avons soumis à la réflexion des honorables députés et des honorables sénateurs. Maintenant, c'est à eux à prendre la décision, suivant les explications qui ont été données. Il y a le principe du seuil, au-delà duquel on estime qu'on ne peut pas participer à la répartition des voix qui sont dégagées tout en maintenant le système de la proportionnelle qui garantit une représentation assez large quand même de toutes les forces politiques. Il y a le problème de la caution pour éviter trop de candidatures fantaisistes, hein, parce que lorsque vous avez une hémorragie de candidatures, vous risquez d'avoir pas de bulletin de vote, mais des livres. Comment vous allez fourrer un bulletin qui a la dimension d'un livre comme on l'a vu en 2011 dans l'urne? Donc, il y a des problèmes pratiques que la loi électorale doit résoudre. C'est pourquoi, chaque fois, nous partons des erreurs qui ont été commises lors des processus passés pour les corriger, pour les optimiser. Et c'est une demande formelle qui a été adressée et à la Commission électorale nationale indépendante, et au gouvernement auteur du projet, et au Parlement, par les négociateurs de l'accord du 31 décembre 2016. Comment optimiser le processus électoral? Comment le rendre moins onéreux, moins cher dans un pays comme le nôtre qui a d'autres priorités? C'est ce que nous, les négociateurs de la CINCO, avons demandé à ces trois institutions, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est un peu tôt de vous donner les résultats, puisque le Parlement n'a pas encore dit son dernier mot. La question est encore en débat, mais le gouvernement a fait ses propositions après avoir reçu l'avant-projet de la CENI, qui nous paraissait assez équilibré et que nous avons transmis à l'Assemblée nationale. Alors, autre innovation, Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement de la République. Et qu'en est-il de la moralisation de la vie publique dans ces projets de loi? C'est aussi une exigence de la vie publique qui a été rappelée par ceux qui ont participé au dialogue de la Saint-Sylvestre. Il faut une moralisation de la vie publique, c'est-à-dire faire en sorte que lorsqu'on adhère à un parti, ce n'est pas pour des intérêts immédiats, que ce soit pour une idéologie, pour un idéal que l'on puisse vouloir atteindre, et que l'on ne puisse pas, en quittant un parti la veille des élections, aller vers un autre parti, alors qu'on a fait tout son parcours dans ce parti pour l'abandonner. C'est immoral. Or, on a demandé que la vie politique soit moralisée. C'est un manque de respect même vis-à-vis du peuple. C'est une tricherie vis-à-vis du peuple. Et il faut réduire toutes ces marges d'immoralité, toutes ces marges de tricherie. Donc c'est quelque chose d'assez complexe que nous avons étudié. Et au niveau de la CENI, ils ont étudié cela, ils nous l'ont transmis, nous avons peut-être amélioré, ajouté d'une autre, et nous avons tout soumis maintenant à la représentation nationale qui va sortir le texte qui, après être passé devant la Cour constitutionnelle, va être promulgué par le président de la République. Mais il faut certainement moraliser la vie publique. Ça, c'est un fait. Alors, une autre innovation, et non de moins, Monsieur le ministre Lambert Mende, concerne la répartition des sièges plutôt en fonction du nombre des inscrits ou des enrôlés. Comment peut-il en être autrement? Parce que nous n'avons pas pu organiser un recensement général de la population. La répartition des sièges, normalement, devrait se faire en fonction du nombre d'habitants
par circonscription électorale. Le nombre d'habitants se détermine à la suite d'un recensement général de la population. Malheureusement, ce recensement n'a pas pu être fait, faute de moyens, dans le pays. Et donc, il ne nous reste plus que le recours au recensement des électeurs. S'il y a un autre moyen, qu'on nous le dise. Il n'y a pas un troisième moyen. C'est ou bien le recensement général qui vous donne le nombre d'habitants par circonscription, ça c'est l'idéal, nous n'avons pas pu le réaliser, ou bien la répartition des sièges par le nombre de personnes qui se sont enrôlées. Et c'est ce qu'on fait maintenant, faute d'avoir pu obtenir le registre général de la population, en espérant que d'ici les prochaines échéances électorales, nous aurons réussi à obtenir le recensement général de la population. À l'impossible, nul n'est tenu. Monsieur le ministre, donc le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui faisait déjà dans son communiqué d'hier une de ses résolutions ou recommandations, donc leur se sentir plus ou moins heureux. Mais je pense que le Conseil de sécurité... Que sa préoccupation a été rencontrée. Oui, elle ne peut revenir que sur des principes qui guident les démocraties de par le monde. Et donc je pense que le Conseil de sécurité n'a pas de raison de s'inquiéter. Jusqu'à présent, les choses se déroulent conformément à la Constitution et à l'accord de la Saint-Sylvestre. Monsieur le ministre, on va vers la fin de l'émission. Il y avait ces événements malheureux, monsieur le ministre Lambert Mende, au mois de septembre de l'année 2016. Je ne m'hasardais pas d'indiquer des dates, mais les Congolais qui nous regardent se souviennent. Incendie des sièges des partis politiques. Certaines personnes ont perdu la vie. Alors les conseils, les comités nationaux du suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre viennent mettre en place une commission qui est présidée par son vice-président, professeur Loumanou, en discussion avec vous, le gouvernement, je crois que ça a commencé, pour que ces partis politiques qui ont été, dont les sièges ont été incendiés, mais également que ces personnes ayant perdu la vie pendant ces événements malheureux soient dédommagées. Est-ce que c'est prévu dans le budget qui est déjà déposé, recevable? Vous dire que des personnes qui ont perdu la vue puissent être dédommagées, il faut d'abord les ressusciter. Ça c'est la demande. Non, ils ont des familles. Être les familles. Oui. Mais ça c'est une affaire de la justice. Je pense qu'il appartient à la justice d'établir des responsabilités. Ces gens ne se sont pas suicidés. Ils ont été assassinés par des personnes. Et donc il faut établir des responsabilités. Donc il faut que l'appareil judiciaire se mette en branle. Et donc on espère que la justice passera. Nous l'espérons, nous soutenons la justice de toutes nos forces. Vous avez vu qu'il y a un procès qui est en cours maintenant, parce que même après les malheureux événements de septembre de l'année dernière, il y a eu de nouvelles tentatives, notamment dans la partie kassaïenne de notre pays, où il y a eu des tentatives ici à Kinshasa, où des gens ont été assassinés pour des raisons politiciennes. Et donc ces gens ne peuvent pas être morts pour rien. Il faut que la justice puisse passer. C'est un problème, un impératif incontournable, que tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui dommage puisse obliger celui par la faute duquel il est advenu à réparer. Et donc le CNSA, ma foi, est dans le bon chemin. Je vais faire appliquer une des dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce n'est pas nécessairement un accord qui naît de la Saint-Sylvestre. L'accord de la Saint-Sylvestre n'a pas créé la roue. L'accord de la Saint-Sylvestre ne fait que rappeler quelque chose qui va de soi. Lorsque vous causez dommage à autrui, vous devez payer. Lorsque vous brûlez la maison de M. Simplice Kalunga, vous devez absolument payer pour qu'on puisse lui construire une autre maison. Lorsque vous assassinez le fils ou le frère de Kalunga, vous devez payer des dédommagements à M. Kalunga. Ce n'est que justice. Et donc le CNSA s'inscrit dans ce rappel-là des principes de vie de la justice humaine, telle que nous la concevons dans un état de droit.
la responsabilité des actes que nous commettons. Ceux qui ont commis ces actes-là doivent être identifiés et être amenés à payer. Ce n'est pas, si c'est l'État qui a posé des actes, l'État payera. Si c'est des individus qui ont posé des actes, il faut que ces individus payent. Voilà le sens de ce que, au niveau de la commission de suivi de l'accord et au niveau de l'accord lui-même et au niveau des lois qui existent dans le pays, nous ne devons jamais perdre de vue. Monsieur le ministre, l'ancienne métropole inaugure sa chancellerie à Kinshasa, mais aucun membre du gouvernement de la République présent pour honorer l'invitation de Didier Reynders, le chef de la diplomatie de Bruxelles. Comment vous expliquez ça? Cher ami, à ma connaissance, la seule invitation à laquelle un individu est obligé de répondre, c'est une convocation, un mandat de justice. Pour le reste, si vous invitez quelqu'un, je pense qu'il est libre de venir ou de ne pas venir. Et généralement, dans les invitations, même à un mariage, à l'inauguration d'un bâtiment comme celui-là ou autre chose, en bas, il est mis RCVP. Répondre, s'il vous plaît. C'est-à-dire, si vous ne viendrez pas, si vous serez empêché, vous informez celui qui vous invite. Alors, si on a invité des gens et qui n'ont pas... La réciprocité en matière diplomatique... Est-ce que je peux terminer? vous en prie, monsieur. Il n'y a aucune obligation en diplomatie à répondre à une invitation. Vous pouvez ne pas aller à une invitation, soit que vous n'êtes pas d'accord avec la personne qui vous invite. Vous pouvez dire que par principe, à cause de votre comportement, je ne réponds pas à votre invitation. C'est votre droit le plus strict. C'est aussi ça, la démocratie. On ne peut pas vouloir nous imposer des principes démocratiques et quand nous l'exerçons, ça devient un problème. Qu'est-ce que la diplomatie a à voir là-dedans? Je peux refuser une invitation parce que je ne suis pas d'accord avec celui qui m'invite. Pourquoi vous avez boudé? Mais je ne vais pas m'expliquer. Oui. Je sais pourquoi est-ce que je boude. Je sais pourquoi je ne m'y rends pas. Constatez simplement que nous n'avons pas été parce que il y a des problèmes qui doivent absolument être résolus. Vous les connaissez. Vous n'allez pas faire semblant d'ignorer que Bruxelles s'est donné des droits qu'elle ne peut pas avoir dans les relations entre la République démocratique du Congo et n'importe lequel de ses partenaires étrangers, de sanctionner des dirigeants d'un pays étranger, de sanctionner, d'imposer ces sanctions-là, d'influencer l'Union européenne à prendre ces sanctions contre un pays étranger. Et donc l'auteur même de cette action, celui qui a été le champion de ce lobbying pour que ces sanctions soient prises, c'est celui que la Belgique a commis l'indélicatesse de déléguer. Donc ne demandez pas à nous d'aller être plus royaliste que le roi, de dire oui, ce que la Belgique a fait est bon, merci monsieur, madame la marquise, c'est bien, vous nous sanctionnez, nous sommes redevenus votre colonie et nous allons pour nous incliner devant vous. Donc nous pouvons aussi manifester par ce refus. C'est une façon polie de dire nous n'acceptons pas votre façon de coopérer avec nous. Ce sont des choses qui peuvent arriver même entre les meilleurs amis du monde. Bon, monsieur le ministre, on va devoir rendre l'antenne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en conclusion? Je dois dire que pour l'instant, le processus électoral est entré dans sa vitesse de croisière. Il faut que les pêcheurs en eau trouble laissent le processus électoral se dérouler normalement, qu'ils arrêtent de mettre de l'huile sur un feu qui n'existe plus, ou de rallumer même un feu qui a éteint depuis belle lurette, depuis que le calendrier électoral a été publié, qu'ils arrêtent d'opposer les Congolais les uns aux autres, et surtout qu'ils arrêtent de se mettre au service d'agendas étrangers à la République démocratique du Congo et aux intérêts nationaux des Congolais. Voilà mon message. Voilà, merci monsieur le porte-parole du gouvernement Lambert Mende au Malanga d'être passé nous voir ce soir en plateau des Nouvelles Donnes, surtout concernant toutes les lumières que vous nous donnez. Nous avons été suffisamment, autant que les téléspectateurs des Nouvelles Donnes qui n'arrêtent de me demander de vous faire venir en plateau, éclairer suffisamment. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer et à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes sous la conduite de mon réalisateur Pierre Mwanda. À tous et à chacun à l'échelle nationale ou à l'échelle planétaire,
Service divine, Kalunga Kalunga Kasongo. Lui, c'est Lambert Mende au Malanga, bien entendu. Je vous dis au revoir et à très bientôt. À très vite. Bonsoir sur l'antenne de la RTN.